Ouadaye, le ministre des Affaires foncières est descendu sur le terrain pour constater l'ampleur des dégâts. Descente aussi de la ministre des Droits de l'Homme dans certaines régions du pays. Amina Kodianan s'est rendue à Kilo et dans le Mandoul. Les entraîneurs de football féminin ont mis un terme à leur stage dénommé FIFA Entraîneur de football féminin. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal télévisé en français. Nous recevons dans ce studio le ministre de l'Enseignement supérieur, Makayasan Teiso. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, nous allons évoquer la question de l'annulation des résultats partiels du baccalauréat. Ce sera à la fin de ce journal. Je le disais, le ministre du Droit de l'Homme, accompagné de son équipe, le 1er août dernier, un incendie a ravagé les archives du service régional du cadastre du Ouadaye. Pour constater de visu les dégâts de cet incendie, le ministre des Affaires foncières et du domaine, Jean-Bernard Padaré, s'est rendu sur le terrain après la visite du lieu du sinistre. Le ministre a eu plusieurs rencontres avec les responsables des sécurités de la région du Ouadaye. Souleymane Diabo. Toutes les archives du service régional du cadastre du Ouadaye sont parties en fumée. Informé, le ministre des Affaires foncières et du domaine, maître Jean-Bernard Padaré, a fait le déplacement du chef-lieu de la région du Ouadaye. Aussitôt arrivé à Abéché, le ministre Jean-Bernard Padaré et le gouverneur de la région du Ouadaye, Kedala Younous Hamid, se sont rendus sur le lieu de l'incendie. Ici, les dégâts sont énormes. Le feu a ravagé l'ensemble des documents relatifs au découpage territorial et à l'histoire de la ville d'Abéché. Ces services du cadastre ne conservent pas seulement les archives de la région du Ouadaye d'avant les indépendances. Les documents de la région du Bata, du Wadi Fira et du Sila, ainsi que ceux du BT, du Guéra et du Salamat, sont préservés ici. Pour le délégué régional des affaires foncières et du domaine, Mohamed Yacoub, l'ensemble des archives de l'ancien service interrégional sont réduits en cendres. Seul le plan cadastral de lotissement d'un nouveau quartier dénommé Renaissance est épargné. Au moment de l'incendie, ces documents se trouvaient au bureau du délégué. Après la visite, le ministre a multiplié les rencontres avec les responsables des forces de l'ordre de la ville d'Abéché. Des rencontres qui visent à éclairer le ministre sur les origines de l'incendie et situer les responsabilités. Pour le ministre Jean-Bernard Padaré, le crime abominable est arrivé au moment où le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a une vision claire de la sécurité et de l'accès à la terre, ainsi qu'aux documents cadastraux et dominos. Le ministre Jean-Bernard Padaré a également annoncé que l'État va reprendre tous les terrains acquis arbitrairement ou de manière illégale, sans indemnisation. La ministre des Droits de l'Homme, accompagnée de son équipe technique, s'est rendue dernièrement à Kelo, dans la Tandjiré et au Logone oriental. Dans ces différentes localités, la ministre a eu des rencontres avec les préfets et les gouverneurs de Logone. Marelle Joséphine nous fait le point. Le Tchad fait partie des pays signataires des différentes conventions relatives aux droits des enfants. Le gouvernement, garant des droits humains, ne peut rester indifférent à la maltraitance des enfants qui perdurent dans certaines régions du pays. Le déplacement de la ministre des Droits de l'Homme a pour objectif de constater les réalités que vivent ces enfants. Sur le terrain, la ministre a eu des rencontres avec des autorités locales, des leaders traditionnels et religieux. Au cours de cette rencontre, la pauvreté est citée comme l'une des principales causes de trafic des enfants dans ces régions. Pour les uns, des sanctions doivent être prises à l'encontre de ces présumés trafiquants. Pour la ministre, il est inconcevable que ces progénitures subissent de tels traitements. Le gouvernement est tellement préoccupé. L'enfant, c'est un don de Dieu, c'est précieux. Et si certains parents prennent leurs enfants, ils les vendent, le gouvernement n'acceptera pas cette pratique. À l'issue de cette réunion de concertation, un comité chargé de sensibiliser les parents, les leaders traditionnels et religieux est mis sur pied.
Les membres du comité bioéthique national ont mis un terme à leur atelier qui a permis aux doyens des facultés, aux représentants des associations des droits de l'homme et les experts de l'UNESCO d'échanger sur les méthodes de travail, les besoins et les aspirations de la société tchadienne. Anastasie Bissi, reportage. Le ministère de l'Enseignement supérieur et son partenaire UNESCO ont outillé pendant 3 jours à travers cet atelier les membres du comité national bioéthique au Tchad afin d'assurer la mission qui leur est confiée. Les bénéficiaires ont débattu des questions liées aux méthodes de travail, des besoins et aspirations de la société tchadienne. Ces échanges vont permettre au comité de s'engager au profit de la population. Il s'agit d'orienter et conseiller les décideurs politiques et le gouvernement dans le domaine de la santé et du social. Pour le secrétaire général de l'enseignement supérieur, cette formation est un pas pour le Tchad dans la recherche du développement en matière de bioéthique. Nous connaissons la dégradation de l'environnement et puis mais aussi la santé humaine. Donc nous pensons que le comité national de bioéthique est un instrument essentiel, fondamental pour le développement de notre pays, pour le développement de la santé et de la santé humaine en particulier. Et le ministère promet de réaliser vos résultats dans ces activités de tous les jours. Déjà, la chef d'équipe des experts UNESCO, Daphna Fenholz, confie que son institution va intensifier les formations des membres du comité national bioéthique pour que la question d'injustice sociale soit maîtrisée. Le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad a installé hier au centre Don Bosco le bureau du syndicat des travailleurs de l'ordre de Malte. Désormais, le symptôme est affilié à la CST et feront lutte commun. Souleymane Diabo. Les membres du tout nouveau bureau du syndicat du personnel de santé de l'ordre de Malte sont reconnus officiellement par la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad. Dirigé par Masrayam Siam, l'organe affilié à la CSTT est dénommé Symptôme, syndicat des travailleurs de l'ordre de Malte. En faisant cause commune, les Symptômes et la CSTT entendent défendre le droit des travailleurs de l'ordre de Malte dans le respect de la législation tchadienne. Nous disons tantôt que l'association syndicale est un outil transparent et apolitique de discussion pour le bien-être de l'employeur tout comme de l'employé. Pour le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad, son association n'est pas un groupement va-t-en-guerre. La CSTT fait d'abord des propositions au patronat. On dit malheur à un homme qui va seul. Vous n'allez pas être seul sur votre chemin. Grâce à ce regroupement, un syndicat de notre centrale va vous demander à votre employeur de respecter le droit, d'appliquer la grille salariale. Avant toute action, le secrétaire général de la CSTT est mandaté pour rencontrer les responsables de l'ordre de Malte. Rencontre qui lui permettra de connaître les conditions de travail du personnel de santé de l'ordre de Malte. Une cérémonie de rupture de jeûne est organisée hier au siège du MPS, initiée par les femmes parlementaires et maires du MPS de la ville de N'Djamena. La cérémonie a vu la présence de toutes les femmes qui assurent la permanence au siège. Nous retrouvons une fois de plus Souleymane Diabo. C'est une occasion de retrouvailles et de partage. Les femmes du MPS de la ville de N'Djamena ont organisé cette cérémonie de rupture de jeûne. Lecture du Saint-Coran et invocation d'Allah pour une paix au Tchad étaient les points forts de la cérémonie. Au cours de la prêche, les femmes sont invitées à respecter les conduites de l'islam, surtout en cette période de Ramadan. La présidente de l'OFMPES, Hawa Othman Diamé, a loué l'initiative des femmes parlementaires et députées de la ville de N'Djamena. Car, dit-elle, en plus de la politique, les femmes doivent implorer Dieu pour l'instauration d'une paix durable au Tchad. C'est à nous de dire merci pour l'initiative. Et donc, femmes tchadiennes debout, l'avenir est à toi. Juste après la rupture du jeûne, les femmes du mouvement patriotique du salut ont prié pour la bénédiction et la stabilité au Tchad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhak. Et puis
cette nouvelle brève, une caravane de distribution des vivres a été organisée il y a quelques jours par l'organisation Adawa Islamique Bureau Tchad. Massakori, Mao, Mangalmé et Bitkin, ce sont là les villes qui ont bénéficié de ce don. Un don composé, donc, je le disais, essentiellement des vivres. C'était en présence du directeur régional de l'organisation Adawa Islamia, Mohamed Nassour Abdrahim. Les bénéficiaires de ce don n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à la dite organisation. Le Tchad sur la voie de la Renaissance, c'est le titre du livre écrit par notre confrère Abdoulaye Ngardigina Ousmane, journaliste à l'ONRTV. Le livre sera présenté au public mardi prochain, mais avant cela, Elvis Tabo nous présente l'auteur. Suivez son récit. La quintessence de la Renaissance, vous la trouverez dans cet ouvrage, un livre de 112 pages, écrit dans un style simple et s'appuyant sur des discours et les actes posés par le chef de l'État. Cet essai présente le concept de la Renaissance du Tchad lancé par le président de la République Idriss Déby Itno. Son auteur, Abdoulaye Ngardigina, est journaliste. À travers ce livre, il interpelle la population à s'approprier ce concept qui induit des changements de mentalité et qui confirme aussi la détermination du pays à poursuivre sa quête de l'idéal. Saisir le concept, comprendre les fondements de cette Renaissance. Quels sont les programmes qui sont indexés? Qu'est-ce qui est attendu? Expliquer aux populations. La Renaissance telle qu'elle est conçue et conceptualisée par le chef de l'État vise à rompre avec un passé. La Renaissance ne peut pas être un exercice solitaire. Seule une conjugaison d'efforts et seule une synergie d'action à l'échelle nationale pourront amener le Tchad à rompre avec ce passé qui n'est pas glorieux. La Renaissance telle qu'elle a été lancée en 2010 par le chef de l'État est une réalité. Le pays bouge, les grands chantiers sont mis en place. Un effort de moralisation de la vie publique est en train d'être mené. Et il faudrait que les partenaires, le monde extérieur, sachent que le Tchad a changé et que le Tchad est engagé résolument sur la voie de la modernité, sur la voie de l'émergence économique. Il faudrait que les générations futures sachent qu'à un moment, un homme d'État clairvoyant a eu le mérite de lancer la Renaissance qui a eu un effet positif sur le court destin de son pays et de son peuple. Donc à travers l'ouvrage sur la Renaissance du Tchad, nous pensons laisser à la postérité les traces écrites de cette aventure qui a commencé le 1er décembre 2010 à Ati. Abdoulaye Ngardigina, auteur de Tchad sur la voie de la Renaissance, a été tour à tour rédacteur en chef et sous-directeur des actualités à la télévision tchadienne. Le livre est publié aux éditions L'Harmattan. Les rideaux sont tirés hier sur les cours FIFA, entraîneur de football féminin à l'école de football de Farsha, travaux sanctionnés par la remise des attestations aux participants. Cory Lombor. 5 jours durant, les entraîneurs du football féminin venus des 4 coins du pays ont mis un terme à leurs travaux à l'Académie du football de Farsha. Rompus aux arcanes de la discipline et ayant plusieurs cordes à son arc, mademoiselle Sonia, experte de la FIFA, a déclaré qu'une connaissance n'a de valeur quand elle est exploitée sur le terrain. Par ailleurs, Sonia se dit l'avocate de la Fédération tchadienne de football auprès de la FIFA pour une autre opportunité en 2013 aux filles de Toumaï qui pratiquent le football afin de parfaire leurs connaissances. Pour le vice-président de la Fédération tchadienne de football, Aladji Ibrahim Laouna, que les femmes elles-mêmes prennent leur destin en main et les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. L'envie de s'adonner au football est grandissante. Clôturant les travaux, la directrice du sport de masse, Antoinette Tagibissi, a souligné que les stagiaires doivent se mettre résolument au travail car l'attente est lourde. Toute ma satisfaction est celle de mon département pour le sacrifice consenti et le travail abattu durant ces 5 jours de formation. Nous demeurons convaincus que ce stage ne mènera qu'au bon port notre football féminin. Il va à cet effet jeter les vraies bases de cette discipline. Cependant, il est de notre devoir d'encourager et d'accompagner notre fédération dans l'accomplissement de sa noble mission. C'est à l'unisson que les stagiaires entendent vulgariser les connaissances acquises au cours du séminaire dans leurs milieux respectifs. La machine du football féminin au Tchad est grippée
et il faut beaucoup d'énergie pour la faire démarrer. Retour sur le plateau avec notre invité. Je le disais à l'ouverture de ce journal, nous recevons ce soir, dans le cadre de notre tranche invité du journal, le ministre de l'Enseignement supérieur, Macky Hassan Taisso. Une fois de plus, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous venez de prendre fonction au moment où le gouvernement a annulé partiellement les résultats du baccalauréat 2012. Dites-nous, monsieur le ministre, pourquoi on a annulé le bac de ceux n'ayant pas obtenu la moyenne supérieure ou égale à 10? Bien, merci. Je voudrais simplement rappeler ici que les réformes au niveau de l'enseignement supérieur ont commencé depuis il y a quelques années. Oui. Ils sont dans le cadre du baccalauréat depuis 2009. Nous avons commencé à entamer ces réformes. Et c'est à cet effet qu'il a été signé un décret, c'est le décret 525, qui est donc régit toute l'organisation du baccalauréat. Et dans ce décret, il est clairement établi la moyenne d'admission, qui doit être de 10 sur 20. Donc ceci étant, le jury peut toujours affirmer sa souveraineté, et cette souveraineté ne s'applique que dans le cadre de ce texte-là. Nous voudrons simplement aussi rappeler que dans le cadre de la Renaissance, vous savez, vous rompre avec les mauvaises habitudes, et là vous le disiez tout à l'heure avec un élément qui est passé. Il faudrait donc vraiment rompre avec les mauvaises habitudes, c'est celle d'aller chercher les candidats au baccalauréat avec des moyens très faibles. Nous avons payé. Et nous continuons à payer toutes ces erreurs du passé. Parce que envoyer les enfants avec une mauvaise moyenne, oui, c'est les exposer, c'est les livrer vraiment à tout sauf à l'excellence. Parce que ces enfants, la plupart d'entre eux, partent étudier, mais ils reviennent, ou ils ne reviennent pas, ils reviennent sans diplôme, ou ils reviennent avec vraiment des tares assez importantes. Donc, si nous voulons progresser vraiment vers la modernité, oui, nous sommes obligés d'en tenir compte. Donc, si vous voulez, l'annulation de ces baccalauréats, c'est par le non-respect des dispositions de ce décret 525 dans son article 25 qui dit qu'il faudrait avoir 10 sur 20 pour passer. Mais pourquoi, monsieur le ministre, avoir appliqué cette décision seulement cette année? Mais nous l'avons appliqué déjà. L'année dernière, c'était la dernière, il était clairement dit, on l'a dit assez haut, que dorénavant, à partir du moment où nous l'avons, si vous voulez, en 2010, le décret a été signé en 2010. Oui. Et en 2010, il avait été signé à la veille des examens. Nous l'avons appliqué que partiellement, notamment en ce qui concerne la moyenne. Oui. Parce que la moyenne passable aujourd'hui n'existe plus dans nos diplômes. Oui. Donc en 2011, comme on avait déjà un an d'application, nous l'avons appliqué intégralement, aussi bien pour la note d'admission, pour la moyenne d'admission, que pour les autres dispositions. Et donc, il était inadmissible en 2011 de vouloir encore revenir à l'ancienne habitude qui se faisait avant l'existence de ce décret. Et monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous rassurer que désormais cette décision sera appliquée pour de bon? Si oui, désormais à chaque session, il va falloir définir les règles du jeu, monsieur le ministre. Non, c'est pour, si vous voulez, une moyenne d'admission telle qu'elle est définie par des décrets est impérativement applicable. Maintenant, pour une raison ou une autre, le gouvernement, le politique, peut demander à ce qu'on revienne plus bas. Oui. À supposer que l'année ne soit pas déroulée dans de bonnes conditions, on a eu des grèves, on a eu tout ça, peut des amener circonstances, oui. Des circonstances, je veux dire, peut amener le gouvernement à prendre des décisions allant dans le sens de réviser cette moyenne à la baisse. Mais ce n'est pas le cas. Pas le cas. Donc on ne peut pas comprendre qu'après avoir connu une année normale, on puisse exiger, on puisse amener, on puisse être conduit par le jury à donner une moyenne inférieure jusqu'à 8,25, vous imaginez. L'écart est très important entre 10 et 8,25. Donc moi, je crois que cela ne peut pas être admis, ne peut pas être accepté. Et donc il n'y a pas de raison que nous ne l'appliquions pas, sauf cas exceptionnel. Et ça, ce serait au cas par cas. Le texte étant là. Monsieur le ministre, le gouvernement a promis d'organiser un bac spécial en octobre de cette année 2012. Alors qu'est-ce qui garantit que le jury ne fera pas la même chose une fois de plus? Bien, écoutez, déjà il faudrait rappeler que... Comme vous le dites, le jury est souverain. Non, cette souveraineté ne s'applique que dans le cadre d'un texte, dans le cadre de ce décret-là. Oui. Mais je voudrais simplement dire que cette erreur commise, cette faute commise par le jury nous amène à dépenser. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a que pour tous les candidats qui ont obtenu, je veux dire, tous ceux qui ont en totalité une moyenne supérieure ou égale à 10, ils ne sont que 6 267, pratiquement de 69 919 candidats inscrits. Donc ça veut dire que nous allons, la session d'octobre va
regrouper à peu près 63 000 candidats. Vous imaginez, c'est un bac bis que nous sommes en train d'organiser. Donc ça a des coûts financiers importants. Et donc, je dis à tout intérêt, à appliquer les textes. Moi, je crois que ça a été fait, ça ne se refera pas. Nous verrons à ce que ça soit appliqué que les textes, les décrets portant réorganisation du bac soient appliqués dans son intégralité. Octobre, c'est presque dans 2 mois, Monsieur le ministre. Alors, pensez-vous que vous avez le temps et les moyens nécessaires pour organiser ce bac? Les moyens, le gouvernement ayant décidé de repasser ce baccalauréat pour les candidats ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20, eh bien, nous allons mettre les moyens pour pouvoir y arriver. Maintenant, quant au temps, moi, je crois que 2 mois, pour la révision, c'est largement suffisant. Pour un bon élève qui vient de passer son baccalauréat au mois de juin. On est encore en saison pluvieuse, encore, Monsieur le ministre. Oui, mais là, on peut réviser chez soi. On ne demande pas aux candidats de repartir à l'école, ils révisent chez eux. Et là, je crois qu'ils ont suffisamment le temps. Pour un bon élève, il a suffisamment le temps. D'ailleurs, le fait de demander à tous les candidats, même ayant été déclarés échoués dans la liste qui a été publiée, eh bien, tout cela reviendront pour passer le 2e tour. Moi, je crois que pour un bon élève, un bon candidat, eh bien, 2 mois, c'est largement suffisant pour se remettre à niveau et puis aller obtenir son baccalauréat. Nous aurons, dans ce cas, moi, je suis convaincu que nous aurons des surprises. Avez-vous un dernier mot, Monsieur le ministre, avant de nous séparer? Bien, je voudrais simplement attirer l'attention des élèves, parce que, vous savez, le problème de baisse de niveau est un problème qui est récurrent. Oui. Il est récurrent, je ne dirais pas simplement, peut-être c'est la faute que des élèves, il se pourrait qu'il y ait aussi, quelque part, notre responsabilité, nous, en tant que gouvernement, en tant qu'éducateur. Donc il faudrait, je crois qu'il est prévu l'organisation d'un forum pour essayer de nous pencher sur le problème, sur les raisons de cette baisse de niveau. Et je crois qu'au sortir de ce forum, nous sortirons avec des recommandations qui nous permettront de corriger et de pouvoir arriver à un traitement beaucoup plus intéressant. Et donc nous envisager toutes les solutions pour essayer d'arriver à obtenir quand même, à rehausser ce niveau et obtenir des candidats de qualité. Notamment le problème du probatoire peut être envisagé pour essayer de trier les futurs candidats au baccalauréat. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Espérons vous revoir très prochainement sur ce plateau. Je vous rappelle, Madame, Messieurs, que nous avons reçu ce soir le ministre de l'Enseignement supérieur, Makai Hassan Taisso. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, notre dossier spécial 8 août, ce soir, Ganda Tawamia, nous parle du volet éducation, notamment les efforts consentis par le gouvernement dans ce domaine. Bonne réception.